On ne veut pas, comme dirait le capitaine, le président capitaine Thomas Sankara, l'aide qui va nous aider à sortir de l'aide. On ne veut pas rester éternellement dans l'aide. C'est bien aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est là. Les pays nous donnent, voilà, des vivres et tout. Mais nous voulons, tous ceux qui sont passés les chanceliers, on a toujours passé le temps de dire, nous voulons qu'on puisse nous donner plus, parce qu'on veut produire. On ne veut pas continuer à recevoir des dons. Non, il faut qu'on mette notre Parce que c'est une population forme au de travail. dépendance au final. C'est une dépendance. Toutes ces ONG qui pullulent chez nous, c'est ça en fait. C'est pour nous garder dans l'assistanat. La mendicité chronique, non. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut remettre les gens au travail. Il faut qu'on produise. Il faut qu'on mécanise l'agriculture. On a assez de potentiel pour ça. Et d'ailleurs, tout au long de ce forum, c'est ce qu'on a entendu, les mots souveraineté, les mots partenariat gagnant-gagnant. C'est vraiment maintenant ce que souhaitent les pays africains. Oui, beaucoup de gens aussi le disent, mais il faut qu'on traduise ça. Dans les faits. Souveraineté, c'est bien. On ne peut pas dire qu'on est souverain tant qu'on tend la main pour manger. L'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très important chez nous, les Africains. Quand on parle de dignité chez un père, lorsqu'il n'a pas, il rentre le soir, il n'a rien pour mettre dans l'assiette de son fils, il n'y a pas de dignité. Nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits. Le bilan est assez positif parce qu'il s'agissait de voir donc les perspectives pour ce qui concerne nos États et ce qui concerne aussi nos relations avec la Fédération de Russie. Donc on a épluché assez de domaines et il y a de bonnes perspectives. Alors vous avez pu rencontrer le président russe, Vladimir Poutine, en format bilatéral. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? En format bilatéral, il s'agissait de discuter de nos problèmes particuliers, notamment des questions de sécurité, défense, mais aussi des questions économiques parce que ça va ensemble. L'économie, le développement, les infrastructures, ça va ensemble avec la question sécuritaire. Donc c'est en gros ces volets qu'on a évoqués. Quelques résultats concrets dont vous pouvez nous parler? Le résultat concret, c'est que le plus urgent pour nous, c'est la question d'équipement militaire. Donc c'est sur ça que nous sommes. Donc dans les jours à venir, on espère pouvoir commencer les opérations. Voilà. D'accord. D'acquisition et tout. Alors, on va reparler de ce domaine-là un petit peu plus tard. Mais j'aimerais vous poser la question. Alors, vous avez fait une déclaration tout à l'heure. Vous avez dit que le peuple burkinabé soutenait l'opération militaire spéciale de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, c'est un droit du peuple d'exprimer une opinion. Donc la grande majorité, je l'ai dit, la soutient. Mais il ne s'agit pas de se cantonner sur ça parce que toute guerre est mauvaise. Il n'y a pas de bonne guerre. Tant que des gens meurent, c'est pas bien. Même nous, on a l'art de le dire souvent que même les terroristes qui nous attaquent, on souhaite qu'ils déposent les armes et qu'ils reviennent à la raison. Parce que ce sont des jeunes gens qu'on tue. Mais s'ils ne veulent pas le déposer, on n'a pas le choix, il faut le combattre. Mais nous avons aussi un sentiment parce que le peuple burkinabé souffre assez depuis maintenant 8 ans. Les gens meurent tous les jours. Mais depuis notre action, on peut vous dire que nous sommes beaucoup déçus aussi du comportement de certaines personnes. Et ce qui nous donne un sentiment un peu mitigé en fait. Voilà. En termes d'équipement, voilà, on n'arrive pas. Certains pays nous ont carrément fermés et nous ont bloqués et tout. Donc c'est un sentiment quand même de désolation et de voir que de l'autre côté, on donne assez d'équipements qui malheureusement se retrouvent sur nos terrains. Alors, déçu de la part de certains de vos partenaires ou anciens partenaires? Oui, certains de nos anciens partenaires, il faut le dire clairement, nous sommes beaucoup déçus qu'on ne puisse pas nous donner ne serait-ce qu'une cartouche et qu'on peut soutenir d'autres États qui se battent aussi pour la souveraineté. Pourquoi nous, on ne peut pas nous soutenir? Mais ce que je dis, ce qui est dommageable, c'est que ces équipements se retrouvent sur notre sol avec les terroristes aussi, on ne sait pas comment. Donc, il serait souhaitable que ça s'arrête tout de suite. Hier, au cours du sommet, la plupart des États africains en ont parlé pour qu'on trouve une solution de négociation. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y a aucune volonté de négocier d'une partie. Donc, ça devient compliqué. Quand on écoute les médias occidentaux, et notamment les médias français, l'image de l'armée burkinabé n'est pas forcément reluisante. On l'accuse de crimes de toutes sortes. Pourquoi cette image, d'après vous? Non, c'est logique. Les médias font leur guerre aussi au profit. Donc, c'est logique chez eux. Mais nous déplorons cela. Qui a déstructuré nos armées? C'est ça.
On a dénoncé le fait d'avoir imposé aux États le programme d'ajustement structurel. Les budgets des armées ont été carrément réduits à zéro. On a tout perdu, en fait. On n'avait plus d'armée. Ils ont préparé 2 décennies plus tard, donc, ces événements qu'on vit aujourd'hui. Mais le terrorisme est là et c'est les mêmes qui chantent qu'on n'a pas d'armée. Mais pendant ce temps, ils étaient où? Donc, aujourd'hui, nous voulons reconstruire une armée pour faire face. On est dans cette phase. On reconnaît que c'était un peu compliqué parce que c'était désorganisé, mais nous savons ce que nous faisons et on peut dire qu'on est en train de monter en puissance parce que le fait de s'organiser déjà, avoir des unités organiques, pouvoir faire face à la menace grandissante, je pense que c'est bien. Le reste, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent parce que c'est une guerre aussi de communication. Quand les terroristes attaquent, il n'y a pas de problème, hein? On n'en parle pas trop. Mais quand nous, on a des victoires, subitement, on entend du tout, des droits de l'homme et tout. C'est leur guerre à eux. Alors justement, cette guerre de communication, quel impact a-t-elle sur l'opinion publique burkinabé, sur la population? Je pense que la population, la majorité, la masse populaire, comme je dis, peut comprendre facilement. Parce qu'eux, ils souffrent beaucoup de ça. Mais il faut reconnaître aussi que la colonisation a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup de gens aussi chez nous, que nous appelons des valets locaux, qui aussi se retrouvent souvent sur les ondes même de ces médias occidentaux-là pour dénigrer leurs propres forces armées, pour dénigrer leurs propres combattants. C'est déplorable, mais c'est des Burkinabés qui le font. Donc il y a un gros travail que nous devons faire pour changer un peu les mentalités. Voilà, ces mentalités coloniales qui existent toujours chez certains, qui sont prêts toujours à servir donc le maître, se comportent en esclave. Ça fait partie. En interne, au sein même du pays? Bien sûr, bien sûr. Il y en a au sein du pays qui appellent donc sur les médias occidentaux. Même certains reporters qui travaillent pour eux, bien qu'africains, savent bien ce qui se passe, mais ils racontent ce qu'ils veulent. Hein. C'est déplorable. Alors justement, en parlant de cette guerre de communication, de ce paysage médiatique, comment jugez-vous l'arrivée de médias russes, par exemple, en Afrique, qui donnent un point de vue alternatif? L'arrivée des médias russes, nous voulons des médias qui vont sortir la vérité de ce qui se passe. Alors, quand des gens, par exemple, nous traitent de ne pas respecter les droits de l'homme, je pense que le militaire, la première chose qu'il défend, c'est le droit à la vie. Parce qu'il se sacrifie pour permettre aux civils de vivre. Lorsqu'on sait qu'il y a la mort quelque part, le militaire y va. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte mieux que les forces combattantes le droit à la vie. Donc, c'est le premier droit. Mais si les médias russes font sortir la vérité de cette guerre, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent mentir sur cette guerre, on ne va pas bien sûr s'entendre. Parce que l'objectif pour certains, c'est d'intoxiquer nos populations à se retourner contre nous. Et pour pouvoir, atteindre leurs objectifs clandestins. Donc, nous n'allons pas permettre cela. Et vous ne le permettez pas. Il y a des chaînes et des stations de radio qui arrêtent d'être émises. Bien sûr, et ça va continuer tant qu'un média ne va pas se mettre dans le sens de la vérité. C'est pas seulement les médias occidentaux, même les médias nationaux. Je sais que certains seront censurés s'ils continuent dans une certaine lancée. C'est comme ça. Eux aussi le font. En Europe, lorsque quelque chose ne va pas avec leur assentiment, ils sanctionnent les médias, ils ferment les médias. Je pense que vous-même, vos médias sont fermés là-bas, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ils font leur propagande, mais on ne va pas permettre qu'on vienne faire la propagande chez nous. Donc, notre population a droit à l'information juste et on va passer ce que nous devons passer. D'accord. Alors, de façon plus concrète maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire sur le terrain? Vous êtes un militaire, vous êtes un homme de terrain, justement. Alors, quelle est-elle aujourd'hui? La situation sécuritaire, elle est, comment je vais dire, on la contient. Parce que n'oubliez pas quelque chose, à un moment donné, certes, on a un ascendant terrible sur l'ennemi. L'ennemi se rééquipe, on ne sait pas comment. Actuellement, nous rencontrons un certain type d'armement, un certain type de munitions. Voilà, on se demande d'où ça vient. Mais c'est ce que je dis, c'est déplorable peut-être que ça fuite de certaines zones de conflit jusqu'à chez nous. Donc, actuellement, nous sommes à la phase d'organisation et d'équipement. On peut dire qu'on a introduit la guerre parce qu'on attritionne l'ennemi. Mais la vraie guerre, le développement, ça va commencer bientôt. Alors, donc, justement, quelle sera cette deuxième phase? La deuxième phase sera intense, surtout au sol. Surtout au sol parce qu'il va falloir mettre pied dans les sanctuaires. Il va falloir déloger
dans toutes les forêts où ils se trouvent et assurer maintenant une sécurité à partir d'une certaine ligne pour qu'il n'y ait pas d'infiltration et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages, comme je dis, qui avaient été, en fait, occupés ou une zone sous contrôle, mais aujourd'hui, il n'y a pas cette zone au Burkina où l'armée ne peut pas se rendre. On va partir. Peu importe, il n'y a pas cette zone où on ne peut pas se rendre. Mais il s'agit de les neutraliser dans leur sanctuaire, ceux qui pourront fuir, quitter le territoire, de mettre un dispositif de surveillance pour les empêcher de pouvoir infiltrer notre territoire. Alors après, il y a ce problème de porosité entre les frontières de vos pays voisins. Et j'imagine que ces groupes terroristes jouent sur ça, se réfugier dans un pays voisin, le temps de, je sais pas, de se renforcer et revenir plus tard. Comment régler ce problème-là avec peut-être justement les autorités des pays voisins? Il faut qu'on soit audacieux. Voilà, c'est une guerre. Peut-être que si il n'y avait pas de mer extérieure, on avait carrément baissé la température. Mais comme il y a des mers extérieures, il faut qu'on soit audacieux. Quand je regarde, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui, dans le conflit actuellement russo-ukrainien, il faut pouvoir faire des infrastructures qui puissent empêcher l'ennemi d'être mobile, de pouvoir traverser nos frontières. C'est des mesures physiques. Ça peut être des mesures passives. Par exemple, quand vous regardez la ligne de front actuellement Russie-Ukraine, il y a des grosses fortifications, des tranchées, des dents de dragon, beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles physiques qu'on peut mettre. Au niveau des frontières. Bien sûr, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens ont construit des murs anti. S'il le faut, on le fera. Et aussi associé à cela beaucoup d'autres moyens passifs. Mais toujours est-il qu'il faut empêcher, coûte que coûte, l'ennemi de pouvoir faire ce jeu. Et quelles sont vos relations actuelles avec les pays voisins qui souffrent des mêmes problèmes que le vôtre? Donc, les relations avec les pays voisins, avec la plupart, ça se passe plus ou moins bien. Avec le Mali, où on a la plus grande frontière, 1000 et quelques kilomètres, ça se passe très bien, parce que on interopère. Il y a une communication. Oui, une très bonne communication. On rentre au Mali, les Maliens rentrent chez nous, il n'y a pas de problème. Avec le Niger aussi, on a connu des difficultés, il faut le dire. Mais on espère que ça sera résolu. Surtout en ce moment, oui. Oui, actuellement, avec la situation qui prévaut, tout est un peu flou. Mais on espère pouvoir reprendre rapidement les opérations là-bas parce qu'on a aussi une grande frontière. Mais avec les pays au sud aussi, il n'y a pas de problème, on opère. Alors c'est d'ailleurs une déclaration que vous avez faite lors de ce sommet. C'est voilà, alors je vous cite. Pourquoi continuer à recevoir de l'aide humanitaire si nous, on a ce potentiel de pouvoir nous-mêmes nous nourrir, être autosuffisants? Voilà, c'est ça Bien sûr. Moi, la finalité. La finalité, c'est ça. On ne veut pas, comme dirait le président capitaine Thomas Sankara, l'aide qui va nous aider à sortir de l'aide. On ne veut pas rester éternellement dans l'aide. C'est bien aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est là. Les pays nous donnent, des vivres et tout. Mais nous voulons, tous ceux qui sont passés les Chanceliers, on a toujours passé le temps de dire, nous voulons qu'on puisse nous donner plus, parce qu'on veut produire. On ne veut pas continuer à recevoir des dons. Non, il faut qu'on mette notre population. C'est une forme de dépendance au final. C'est une dépendance. Toutes ces ONG qui pullulent chez nous, c'est ça en fait. C'est pour nous garder dans l'assistanat. La mendicité chronique, non. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut remettre les gens au travail. Il faut qu'on produise. Il faut qu'on mécanise l'agriculture. On a assez de potentiel pour ça. Et d'ailleurs, tout au long de ce forum, c'est ce qu'on a entendu, les mots souveraineté, les mots partenariat gagnant-gagnant. C'est vraiment maintenant ce que souhaitent les pays africains. Oui, beaucoup de gens aussi le disent, mais il faut qu'on traduise ça. Dans les faits. Souveraineté, c'est bien. On ne peut pas dire qu'on est souverain tant qu'on tend la main pour manger. L'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très important chez nous, les Africains. Quand on parle de dignité chez un père, lorsqu'il rentre le soir, il n'a rien pour mettre dans l'assiette de son fils, il n'y a pas de dignité. Il n'y a pas de dignité tant que vous n'arrivez pas à vous nourrir. Et donc, si on dit souveraineté, il faut qu'on lutte pour qu'on soit autosuffisant. Donc, c'est le message que je voulais passer. Certes, on va nous donner, mais il faut qu'on soit autosuffisant. Donc, souveraineté, c'est bien. Partenariat gagnant-gagnant. On en parle, mais il faut qu'on définisse clairement les termes. Nous, par exemple, nous disons, nous ne voulons pas exporter nos produits bruts encore, non. Nous produisons du soja, du sésame, de l'arachide. Tout ça, c'est des produits oléagineux. Mais nous ne voulons plus les exporter comme ça. On veut transformer et pouvoir exporter l'huile. On consomme et le surplus, on exporte. Avec une valeur ajoutée. Bien sûr.
Sinon, si on prend tout en brut, on exporte. Regardez notre noix de karité, comment c'est banalisé. C'est une ressource naturelle. Mais on exporte toutes les noix. Les autres transforment, même le chocolat de ça revient très cher. Les femmes, les produits cosmétiques et tout. Non, il faut qu'on arrête ça. On doit transformer. Très bien. Une question pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui au Burkina Faso pour que son peuple soit enfin prospère? C'est qu'on peut souhaiter au Burkina. Je pense que pour tout le monde entier, il faut qu'on souhaite la paix d'abord. Que les peuples reviennent vivre en paix. Et on souhaite aussi que les gens ne s'ingèrent pas dans nos affaires. Parce que nous avons des capacités. Nous ne sommes pas à la traînée comme certains l'imaginent. On est capable de marcher seul. On n'a pas besoin qu'on nous tienne forcément la main. Si on demande de l'aide, aide-moi à franchir, oui. Mais il ne faut pas qu'on nous prenne chaque fois comme des enfants qui n'arrivent pas à marcher. Il faut les traîner la main pour leur montrer le chemin. On ne veut pas que les gens s'ingèrent dans nos affaires. Donc, c'est souhaiter la paix pour tous les peuples du monde et aussi souhaiter la non-ingérence, souhaiter que le Burkina soit vraiment souverain.